Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une dernière partie sur la communication, hein, la fonction communiquer, avec l'utilisation donc du bus dit I2C, la communication avec ce bus dit I2C. Donc en généralité, on vous dit dans les systèmes grand public, donc tels que les téléviseurs, appareils Wi-Fi, etc., etc., les échanges de données entre les composants se faisaient par l'intermédiaire donc de bus parallèles, c'est-à-dire un nombre important de fils. Du fait de la sophistication des appareils, donc dans les années passées, ces liaisons devenaient très importantes avec de nombreux fils, avec toutes les fonctions qui apparaissaient donc dans ces systèmes. Dans le but de minimiser donc ces liaisons, par conséquent d'augmenter la fiabilité des systèmes, on a créé le bus I2C, hein, qui veut dire Integrated Circuit. Il a été créé donc dans les années 80 par un fabricant français qui s'appelle Philips. Et puis par la suite, d'autres fabricants ont développé donc ce bus et ont continué à développer des composants apparaissant sur ce bus, tels des mémoires, des convertisseurs, des capteurs, etc. Et il est devenu à l'heure actuelle un standard de communication utilisé dans l'industrie. Donc les caractéristiques du bus I2C. Si on regarde ces caractéristiques, d'abord le support de transmission. Donc le bus I2C utilise 3 fils ou 3 pistes sur un circuit imprimé afin de communiquer. Un fil transmettant l'horloge qui s'appelle SLC, un fil SDA, lui qui communique les données, et puis le fil de référence masse qu'on utilise habituellement. L'organisation du bus, enfin des communications, si vous regardez ce petit schéma, on voit apparaître donc les 3 fils cités précédemment, les données, l'horloge, la masse, et puis se connectent dessus des composants de type I2C, qui sont ici nommés maître, esclave par la suite, on va voir, un nombre important de composants se connectent, et en plus on voit apparaître des résistances de tirage à 5 volts ici. On va expliquer pourquoi par la suite quand on va voir la structure interne. Donc on vous dit que le bus I2C possède donc un maître et des périphériques esclaves qui vont l'écouter. Le périphérique maître coordonne donc les informations entre les périphériques esclaves. Il peut n'y avoir qu'un seul maître qui prend la main. Les périphériques esclaves sont identifiés par des numéros d'adresse. On va voir comment ils sont faits par la suite. Chaque esclave doit avoir une adresse unique, ça semble normal, pour qu'il puisse communiquer avec le maître et comprendre que celui-ci veut communiquer. Donc si on regarde la structure interne, ce qu'on parlait tout à l'heure, on voit qu'à l'intérieur, dans les cadres rouges, chaque fois une interface I2C différente, on voit que deux possibilités, soit les informations vont pouvoir rentrer dans le composant par l'intermédiaire de ce composant-là qui est un amplificateur. On en a un pour les données, un pour l'horloge, bien sûr, et puis on a autre chose qui s'appelle ici un transistor MOS, on a déjà vu peut-être un petit peu en cours, ce type de transistor, qui lui est relié sur le même fil que les données qui entrent, et lui va permettre de communiquer vers l'extérieur. Alors on voit l'utilité de la présence de ces résistances de tirage, qu'on appelle également, de temps en temps, on les appelait dans le cours sur le microcontrôleur les pull-up, rappelez-vous. Elles sont tirées donc à 5 volts. Hein. On vous dit lorsqu'un participant émet sur le bus, le signal SDA n'émet pas, excusez-moi. Le signal SDA, donc les données et l'horloge sont à l'état O, qui est l'état de repos, ramené donc par les résistances de tirage qui sont ici, placées ici. Et puis, lorsqu'il veut communiquer, il sature le transistor MOS, là, dont le drain est relié à la résistance. Quand il va le saturer, il se comporte comme un interrupteur fermé et ramène donc la masse sur le bus pour mettre le niveau bas sur le bus. Donc l'état de repos est l'état haut. Lorsqu'on veut communiquer, on passe à l'état bas. La valeur des résistances de tirage, elle est comprise entre 2 et 10 kg. Plus généralement, on met habituellement 4,7 kΩ pour ces résistances. Donc voilà ce qui est de la structure interne. Au niveau des caractéristiques électriques, le bus est alimenté entre 2 et 5 volts. Le niveau bas est compris entre 0 et 0,3 VDD, donc il est compris entre 0 et 0,3 fois les 5 volts d'alimentation. Donc là, l'état bas serait compris si on alimente en 5 volts entre 0 et 1,5 volts, et l'état haut est compris entre 0,7 fois VDD, donc qui serait 3,5 volts et 5 volts. Différents débits peuvent être rencontrés en fonction de la technologie I2C utilisée, un mode standard qui est à 100 kbps par seconde, un mode fast à 400 kbps par seconde, un mode fast plus à 1 mégabit et un mode beaucoup plus rapide qui est le high speed qui est à 3,4 mégabits par seconde. Au niveau de la constitution des adresses des esclaves, elle est constituée sur 7 bits, ce qui permet donc d'obtenir un nombre de communicants sur le bus étant égal à 2 puissance 7 communicants. La distance maximale de communication est comprise entre 2 et 3 mètres au maximum. Donc
un bus de communication à faible distance. Habituellement, je vous ai dit, hein, ça se trouve sur des circuits imprimés, donc sur des cartes électroniques. Au niveau du protocole mis en œuvre pour la communication, la communication sur le bus IDC peut se faire qu'entre deux personnes, c'est-à-dire que deux personnes peuvent simplement communiquer ensemble. Lorsqu'un participant prend le contrôle du bus, il devient donc le maître du bus et génère donc un signal SLC d'horloge et communique avec l'esclave. Selon le sens de communication, il sera l'émetteur ou le récepteur. Alors, pour commencer à communiquer, il va d'abord falloir déclencher ce qu'on appelle la condition de start, comme dans toute communication, pour dire « je veux commencer à communiquer ». La communication, donc le participant prend la main sur le bus et déclenche donc la communication de start lorsque l'horloge est à l'état haut et qu'il y a un front descendant sur SDA. On regarde le chronogramme à côté, l'horloge doit être à l'état haut et un front descendant sur SDA, donc passage de l'état haut vers l'état bas, va déclencher la condition de start. Elle est déclenchée de cette façon, la condition de start. Une fois que la condition de start est déclenchée, le maître envoie à la suite 7 bits qui correspondent aux adresses avec le composant avec lequel il veut communiquer et un bit qui s'appelle le bit de sens qui va être RW, habituellement écriture et lecture. Donc lecture à l'état haut, écriture à l'état bas, c'est-à-dire s'il envoie un 1 là, il sera donc en lecture, et il va demander des informations à son esclave. Par contre, s'il est à 0, il va écrire des informations, donner des informations à l'esclave. Donc, après avoir pris le contrôle, le maître transmet donc un octet qui correspond aux 7 bits d'adresse, ainsi qu'un bit d'écriture-lecture. La transmission des bits se fait lorsque le signal SLC est à l'état haut, donc c'est-à-dire que pendant l'état haut du signal, on prendra l'état des informations. Lorsque l'esclave a détecté son adresse, lui, il émet par contre un nouveau bit, juste derrière, qui s'appelle un acknowledge, donc un accusé de réception au niveau logique bas. Donc, si on regarde, qu'on analyse une petite trame, ici, on voit bien, première chose, condition de start, donc comme le maître prend la main sur le bus, donc c'est-à-dire SLC à l'état haut, SDA front descendant, ici, condition de start. Ensuite, émission des 7 bits d'adresse, en prenant l'état de l'adresse lorsque SLC est à l'état haut, donc on voit bien passer les 7 bits d'adresse. Ensuite, un bit de sens, écriture ou lecture, donc on voit bien que c'est un 0, donc c'est de l'écriture. Et cette fois-ci, ça c'était le maître qui vient d'émettre tout ça. L'esclave lui prend la main sur le bus et répond par un acknowledge puisqu'il a compris que c'était bien avec lui qu'il voulait communiquer, que son adresse était la bonne. Et puis ensuite se déroulent les informations. Donc là, quand on est en écriture, les informations, c'est le maître qui va envoyer des informations. Les transmissions de données, donc deux cas précis, on va redévelopper un peu ce qu'il y avait avant, soit le maître, alors il y a deux cas, soit le maître envoie des données à l'esclave, c'est-à-dire transmission dans le sens maître vers esclave, donc à la fin de la transmission de l'octet, l'esclave émet des acquittements, on le voit bien, donc c'est le départ, c'est bien ce qu'on avait au début, on a bien condition de start, émission de l'adresse avec qui on veut communiquer, donc à l'état 0, mise à l'état 0 de RW, donc ça veut dire que le maître va écrire, l'esclave répond par un acknowledge, le maître envoie des données, et à chaque fois que les données sont envoyées, là, l'esclave acquitte la réception de données. Donc, à chaque fois, ça peut continuer jusqu'à tant que le maître décide d'arrêter de communiquer. Deuxième cas possible, cette fois-ci, c'est l'esclave qui envoie des données au maître. Le maître a demandé à l'esclave de lui envoyer des données. À la fin de la transmission de l'octet, le maître émet un acquittement, cette fois-ci, s'il veut recevoir encore un octet, ou bien un non-acquittement s'il veut arrêter la communication. Alors, si on regarde bien, eh ben, même condition de départ, c'est le maître qui a la main, il dit condition de départ, il envoie l'adresse de l'esclave. Par contre, cette fois-ci, il a dit à l'esclave, attention, c'est toi qui vas me donner des données, puisqu'il est en mode read. L'esclave acquitte. L'esclave commence à envoyer des données, il va en envoyer à chaque fois. Si le maître veut continuer à communiquer, il enverra à chaque fois un acte. Par contre, s'il veut arrêter de communiquer, ce qui est dit, c'est qu'on envoie un no acte, l'inverse de acte, c'est-à-dire que le maître là envoie l'état inverse de acte, acte étant un état 0, il envoie un 1, ce qui va provoquer à l'esclave un arrêt de communication. Il va lui demander arrêt de communication. L'esclave n'enverra plus de données. Et pour finir, la condition de stop, comme dans toute communication, et bien la condition de stop s'obtient en mettant donc l'horloge à l'état haut, l'horloge à l'état haut et un front montant sur la donnée SDA du signal.
Une fois ceci terminé, nous avons toutes les informations pour essayer de traiter des trames I2C, donc je vais vous envoyer un TD pour essayer de comprendre un peu ce fonctionnement. Je vous remercie de votre écoute.